distanciel. Nous avons convié à cette conférence de presse et on a permis aussi le distanciel pour les journalistes des DROM. Et puis on a aussi souhaité inviter à cette conférence de presse les députés des départements et régions d'outre-mer que nous solliciterons d'ailleurs bientôt, je le dis pour ceux ou celles qui sont à distance, parce que nous aimerions les rencontrer en audience. Je suis donc Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole de la FSUSNUIPP. Je ne vais pas beaucoup parler dans cette conférence de presse parce que je vais surtout laisser mes camarades qui sont secrétaires départementaux des départements et régions d'outre-mer. Je vais vous les présenter rapidement, faire une présentation rapide de cette conférence de presse et puis ensuite c'est eux et elles qui vont vous faire part de ce qu'est l'école dans les départements et régions d'outre-mer. À ma gauche de Mayotte, Zaïdou Ousseni, pardon, genre déjà j'ai mal écrit donc j'aurai des problèmes pour me relire. À côté, Jennifer Louis-Joseph de la Martinique. À ma droite, Souley Dahir de la Guyane, Béchir Benhamouda de la Réunion, et puis à l'extrême gauche, là-bas, dans le coin, Rivomalala Rakoto Dravelo, j'ai réussi à le dire sans me reprendre, qui est de Mayotte, mais qui surtout pour nous fait partie de l'équipe nationale de la FSUSNUIPP et qui est en fait le représentant des départements et régions d'outre-mer dans notre équipe nationale. Alors, pourquoi cette conférence de presse spécifique après quelques jours de rentrée? Bien évidemment, depuis plusieurs années déjà, la FSUSNUIPP ne cesse d'alerter l'attention des gouvernements successifs sur l'état préoccupant du système éducatif dans les départements et régions d'outre-mer. À plusieurs reprises, nous avons sollicité le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Outre-mer, bien souvent sans effet, chacun renvoyant la responsabilité vers l'autre, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale renvoie souvent vers le ministère des Outre-mer, et puis le ministère des Outre-mer, quand on arrive à les voir, parce que souvent ils déclinent nos invitations, il renvoie aussi le ministère de l'Éducation nationale à leur responsabilité. Alors en effet, les inégalités y sont plus marquées dans ces départements que sur le reste du territoire national. Écart fort et persistant dans le domaine économique, au niveau du PIB, du taux de chômage, du taux de pauvreté, des écarts de prix. Dans un contexte de cherté de la vie et du taux de pauvreté très élevé, les familles sont contraintes d'acheter, par exemple, entre autres, les fournitures scolaires, les collectivités n'ayant pas les moyens de fournir le matériel nécessaire. Une fois encore cette année, c'est la Défenseure des droits qui s'est indignée du nombre d'élèves non scolarisés dans ces territoires. Et la loi de 2019 sur la scolarisation obligatoire à 3 ans n'a pas permis de favoriser cette scolarisation. On vous en parlera dans le déroulement de cette conférence de presse. Le taux d'échec scolaire est plus marqué dans les DROM que dans l'Hexagone. Les taux de difficulté de lecture au test de lecture de la journée défense et citoyenneté de 2022 ont montré des écarts très importants. C'est 51,8% en Guyane de taux d'échec, 55,7% à Mayotte, alors que la moyenne nationale est à 11,2%. Alors bien évidemment, c'est les conditions d'enseignement et d'exercice du métier qui sont à questionner dans ces départements et régions d'outre-mer. Le manque de moyens est criant, effectif dans les classes, manque d'enseignants spécialisés de réseau d'aide, mais également délabrement du bâti scolaire, fracture numérique, atteinte à la santé des élèves. Lors de cette campagne, la FSUSNUIPP, cette campagne que nous avons intitulée « École en souffrance », nous souhaitons montrer la réalité de l'état du service public d'éducation dans les DROM. Et la FSUSNUIPP exige bien évidemment l'égalité républicaine due à tous les élèves du territoire français. J'ai oublié de dire que défile sur le PowerPoint que nous avons dans la salle, qui est à côté de nous, des photos qui témoignent de l'état de délabrement des écoles dans ces départements et régions d'outre-mer. Nous avons mené campagne
depuis cet été on a demandé aux collègues tout simplement de prendre des photos de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc ce n'est pas des écoles qui ne sont pas occupées, malheureusement, ce sont bien des écoles qui sont occupées et qui fonctionnent tous les jours dans ces conditions, conditions que personne ne supporterait dans l'Hexagone et que pourtant on le voit au quotidien dans les DROM. Alors, je vais passer la parole à Mayotte, au département de Mayotte, qui va nous faire un état des lieux de ce qui se passe à Mayotte. Bonjour. Il fonctionne le micro ? En plus des inégalités et des retards qui perdurent entre notre département et les territoires nationaux, nous avons le problème de déficit de salles de classe qui ne permet pas de scolariser tous les enfants en âge scolaire, de sureffectifs scolaires, de manque d'enseignants formés. Dans les DROM, il y a un gros manque de bâtis scolaires. À Mayotte, parmi les 188 écoles que nous comptons, très peu ont reçu l'avis favorable de la Commission d'hygiène et de sécurité. Ce qui explique la problématique de sureffectif dans les salles de classe et une organisation officielle dans notre département, ce que nous appelons les rotations. Le dispositif des classes dédoublées n'est pas respecté dans les DROM, très peu de grandes sections dédoublées et des CP et CE1 dédoublés avec des effectifs élevés qui peut aller à plus de 28 élèves et généralement en cohabitation, 2 classes dans un même local. La défenseur des droits a estimé qu'il y a près de 15 000 mineurs non scolarisés à Mayotte et en Guyane. À Mayotte, il faudrait plus d'1 millier de salles de classe pour normaliser cette situation. Certains rectorats ont trouvé comme moyen la mise en place des classes itinérantes. Ce sont quelques enfants qui ne bénéficient que quelques heures de cours du bricolage. Donc c'est du bricolage. Il faut une vraie mobilisation du ministère de l'Éducation nationale, des Outre-mer et des élus locaux pour résoudre le problème de la non-scolarisation des élèves. Depuis plus de 20 ans, nous menons ce combat à travers les gouvernements successifs. Il faut scolariser tous les enfants et pour y arriver, ceci doit être une priorité à la fois des autorités locales, mais aussi de l'État. Merci. Alors, j'ai oublié de préciser pour les journalistes que la Guadeloupe n'a pas pu venir nous rejoindre physiquement à Paris. Mais normalement, Tony Pioche de la Guadeloupe est à distance et donc pourra répondre à vos questions si vous en avez. Et je vais passer la parole à Souley pour la Guyane. Nos écoles dans les DROM sont dans des états déplorables, indignes d'une école de la République. Ce sont des écoles où hygiène et sécurité ne sont pas assurées et cela semble être une normalité. Nous avons des écoles insalubres, et cela concerne les toilettes et les salles de classe. Nos écoles sont habitées par les moustiques, infectées par les rats, souillées par les fientes de chauves-souris. Le mobilier et la structure des classes envahies par les termites, avec un risque d'effondrement, que ce soit des armoires, des planchers. Tout est en mauvais état dans nos écoles, dans les DROM. Nos enfants sont accueillis dans des classes avec du mobilier non adapté. Pour la petite histoire, nous avons rencontré des enfants qui étaient des enfants élémentaires qui avaient du mobilier, donc table et chaises, de maternelle sur le fleuve en Guyane. Nous avons aussi des enfants qui sont assis sur des chaises abîmées, au risque qu'ils se blessent. Nous rencontrons des problèmes de réseau électrique, des dominos apparents dans la cour, à hauteur des enfants, pour rappeler que les normes ne sont pas respectées. La F3SCT émet un avis défavorable, mais cela ne semble pas compter. Pour la petite histoire, une collègue s'est vue électrisée.
Nous connaissons des problèmes d'inondation dans les écoles, des problèmes d'eau potable, présence de bactéries ou de mercure, ou des coupures d'eau, empêchant ainsi l'ouverture des écoles. Dans nos écoles, dans les DROM, les cours de récréation sont dangereuses pour les enfants. Le revêtement en mauvais état, pour la maternelle par exemple. Des élèves de maternelle ne peuvent pas accéder à des espaces tels que les terrasses, parce que l'entretien n'est pas fait et on préfère laisser place aux champignons. Des parents inquiets pour la sécurité de leurs enfants se sentent obligés de bloquer les écoles afin que la mairie daigne réaliser des travaux ou tout simplement faire en sorte que les enfants y soient en toute sécurité. La crise sanitaire de Covid-19 a mis en exergue les manquements de l'État quant à l'hygiène et la sécurité dans nos écoles, mais cela ne semble pas pour autant avoir alerté la mairie et rien n'a été fait. Aujourd'hui, on se retrouve à priver ou à rationner les enfants ce qui concerne le savon, ce qui concerne le papier toilette, sous prétexte qu'ils font du gaspillage. Voilà ce que c'est aujourd'hui l'école dans nos départements. On va enchaîner avec Béchir à La Réunion, la situation à La Réunion, le micro. Bonjour. Dans les DROM, les écoles ne sont pas à taille humaine, souvent à plus de 20 classes. Par exemple, à La Réunion, sur 492 écoles, un tiers des écoles est à plus de 13 classes. Un tiers entre 8 et 13 classes, et seulement une trentaine d'écoles sont à moins de 4 classes. Nous avons 40 écoles à plus de 20 classes. Les 3 plus grosses écoles sont respectivement à 28, 32 et 34 classes. Ces 3 écoles, en REP et REP+, sont à 537, 575 et la plus grosse à 616 élèves. Elles fonctionnent sans aide administrative, tout le travail étant à la charge du directeur, alors que des collèges qui accueillent moins d'élèves fonctionnent avec une vie scolaire, CPE, AED, infirmière, secrétariat et gestionnaire. Le dédoublement des classes de grande section CP et CE1 dans ces écoles ne peut se faire par manque de locaux. De fait, certains acceptent d'utiliser la même classe où sont entassées 2 classes dédoublées. Et lorsque le dédoublement est effectif, bien souvent, les classes sont à 15, contrairement aux affirmations ministérielles. Il n'y a pas de véritable programme de construction ou de rénovation. Les écoles sortent au petit bonheur de la chance et en attendant, on empile les algécos dans les cours d'école, bien souvent au détriment de l'espace de jeu. Dans nos départements, les taux de pauvreté et de chômage sont très largement supérieurs à ceux de l'Hexagone. Le PIB par habitant est, lui, très nettement inférieur. Nous avons besoin d'un véritable investissement pour nos élèves et le gouvernement enverrait un signal fort en plaçant toutes les académies des DROM en REP+. La lutte contre l'illettrisme doit être la priorité du ministère de l'Éducation nationale. Et les résultats aux dernières évaluations nationales montrent encore une fois que nous avons un besoin urgent que notre gouvernement prenne le problème à bras-le-corps et ne se contente pas de venir nous rendre visite à la rentrée avec pour seules annonces des engagements déjà actés par son prédécesseur, M. Papendiaï, et très en deçà des besoins. Et on passera sur certains propos tenus marquant une réelle méconnaissance du territoire. On va terminer par la Martinique avec Jennifer. Bonjour à tous. Dans les DROM, nous faisons face à plusieurs difficultés, notamment celles qui sont liées à la sécurité de nos élèves et du personnel, avec des établissements scolaires mal conçus. En Martinique, on recense 25% des écoles qui ne respectent pas les normes sismiques. Nous rencontrons également des difficultés qui portent atteinte à la santé. Avec les fortes chaleurs dans les DROM, lorsqu'elles avoisinent les 38 degrés, conjuguées à l'humidité, avec l'absence de brasseurs d'air ou qui ne fonctionnent pas, et que les collectivités ne les réparent pas. En Martinique, par exemple, nous nous retrouvons avec des collègues qui déménagent leur classe en cours de journée pour éviter l'exposition continue au soleil. Lorsqu'il faut ajouter à cela les coupures d'eau intempestives et incessantes qui obligent la fermeture des écoles à chaque événement, vous avez tous entendu la situation catastrophique à Mayotte, c'est dans tous les DROM. C'est inacceptable pour les enfants, leurs parents et pour le personnel de travailler dans de telles conditions. Pour continuer, nous subissons depuis 2018 des échouages massifs de sargasses qui provoquent parfois la fermeture des écoles. Les sargasses, ce sont des algues qui s'échouent sur nos côtes.
Une fois mortes, elles entrent en putréfaction, dégagent une forte odeur d'œuf pourri, de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, gaz générés qui sont dangereux et nocifs, provoquent des vomissements, des nausées, des maux de tête, des doses qui peuvent avoir pour effet une irritation des yeux et des voies respiratoires, les personnes asthmatiques y sont particulièrement sensibles, ainsi que les jeunes enfants et les femmes enceintes. Nous avons aussi le problème du chlordécone, qui a été utilisé pendant plus de 20 ans sur les plantations de Martinique et de Guadeloupe, qui a contaminé la terre et les eaux avec des conséquences sanitaires et pathologiques désastreuses. Selon les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les effets du chlordécone entraînent des conséquences sur les capacités cognitives de l'enfant. Enfin, la FSU-SNUPP demande à ce que les collectivités des DROM prennent en charge le matériel scolaire pour les élèves du premier degré, pour des raisons d'équité entre tous les enfants de France. Je vous remercie. Bien, après ce petit tour d'horizon, juste peut-être préciser, parce que effectivement nous avons à plusieurs reprises rencontré le ministère de l'Éducation nationale. Je le disais, le ministère des Outre-mer à 3 reprises a décliné notre venue l'année dernière. On a toujours un renvoi de l'un à l'autre. On nous dit que quand c'est de l'interministériel, c'est toujours très compliqué, donc ça n'avance pas. Là, il faut recommencer avec ce nouveau gouvernement, enfin ce nouveau gouvernement et ce nouveau ministère. Nous avons rencontré à notre demande lundi dernier le ministère, le cabinet du ministre, et nous avons été reçus donc avec toute la délégation pour faire état de ce qu'on vous dit aujourd'hui. On l'a déjà dit au ministère. Maintenant, ils ont entendu un certain nombre de choses. Ce qu'on demande maintenant, c'est des actes pour que ça arrive vite. La situation est plus qu'urgente et on a besoin d'actes très rapides. Voilà, je vais vous laisser maintenant poser des questions. Je rappelle aux journalistes qui sont à distance que vous pouvez, comme c'est un Zoom, via le chat, demander la parole et puis on vous inscrira pour poser directement vos questions. Et puis dans la salle, eh bien, les journalistes qui veulent poser des questions, on va vous proposer un micro. Je ne sais pas s'il y a un micro supplémentaire ou si c'est celui-là qu'il faut... Alors, avec ce micro-là, on va le faire circuler si vous avez des questions. Bonjour Sonia Princet, France Inter. Je voulais savoir, est-ce que la situation s'est aggravée et depuis quand? Ou est-ce que ça a toujours été un petit peu plus ou moins comme ça? Alors, il faut nous ramener le micro. Je ne sais pas qui peut me répondre. Rivo va vous répondre sur la situation, comme ça il va globaliser sur les DROM. Alors, bonjour tout le monde. En fait, ça s'aggrave. Mais et chaque année, on a l'impression, chaque année, que la situation s'empire. Si bien que dans certains départements, dans certaines académies, le grave est devenu la norme. Et aujourd'hui, par exemple, avec l'action que nous menons, l'école en souffrance, nos 2 pages Facebook et Instagram, dans certains départements, ils voient que les publications, mais ça ne, contrairement au national, enfin dans l'Hexagone, ça heurte pas plus, parce que c'est du déjà vu, c'est du vécu, donc ça ne choque même plus, parce que c'est devenu malheureusement la norme. Oui, la situation s'aggrave d'année en année. Quand, par exemple à Mayotte, parce que je connais un peu plus, on a eu Covid, les phénomènes d'insécurité, et là les coupures d'eau. Voilà, donc chaque année, et malgré tout, on s'adapte aussi. Donc c'est quand même malheureux de rendre ce qui est grave une normalité. Oui, bonjour, Hakim Gasmi, France Culture. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les taux de décrochage qui sont beaucoup plus importants, que ce soit d'abord au primaire, et aussi les conséquences que ça peut avoir aussi sur l'aspect, on va dire,
sociétale, avec une classe d'âge qui arrive difficilement au niveau du baccalauréat, ce qui posait des soucis. Et aussi nous expliquer la particularité des dom-toms, notamment, je pense à la Guyane et aussi, bien sûr, à Mayotte, à la problématique par rapport aux enfants allophones qui sont très nombreux. Voilà. En Guyane, par exemple, 85% des élèves qui arrivent à l'école sont allophones, ce qui peut poser des problèmes dans les apprentissages aussi. Alors, je vais passer la parole à Béchir pour la Réunion et puis Soleil pour la Guyane. Oui, par exemple, à La Réunion, nous avons un fort taux d'illettrisme. Je crois qu'on est à plus de 20%. Je n'ai pas les chiffres exacts. Et cette situation ne s'améliore pas. On a les derniers résultats aux évaluations nationales. On est très en deçà du niveau académique, par exemple pour La Réunion. Et on n'a pas l'impression que ça s'arrange, ni que ça évolue. Ensuite, on a le problème de la langue régionale également. Et pour ça, je vais laisser la parole à ma collègue. En ce qui concerne effectivement les enfants allophones, il y a un grand manque de réelle prise en charge pour ces enfants, tout simplement puisque, si vous voulez, il n'y a pas plus de création de postes que ça. On a des enfants qui arrivent, quasiment tous les jours, on a des enfants allophones qui arrivent, et ce n'est pas pour autant qu'il y a des créations de postes du PE2A. À cela s'ajoute le fait que ces enfants qui arrivent, les parents n'ont pas forcément les moyens non plus, ce qui fait qu'ils n'ont pas tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent être intégrés. Et c'est vrai qu'on rencontre une grande difficulté de ce côté-là. La non-prise en charge de ces enfants nouvellement arrivants, en fait, et le manque de moyens auxquels doivent faire face les parents une fois arrivés sur le territoire français. Bonjour, Jules Bourga, France Télévisions Outre-mer, donc les chaînes La Première. Et je voulais savoir, vous disiez que la gravité devient normale, mais du point de vue des enfants, est-ce qu'eux, ils se rendent compte qu'ils sont dans des conditions défavorables? Comment ils le vivent en fait, cette situation? Tu réponds? Alors, Soleil va nous donner des exemples. Alors justement, pour répondre à votre question, j'ai un exemple qui sera parlant. C'est qu'on est dans une institution qui crée des inégalités entre les élèves déjà à l'école. Ils le voient eux-mêmes ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Et on se retrouve, je vous donne un exemple typique, on se retrouve avec des écoles vandalisées où le butin, c'était tout simplement du matériel scolaire. Donc aujourd'hui, on est dans une certaine... c'est grave, c'est même désolant de voir des enfants vandaliser des écoles, des écoles, juste pour repartir dans un sac poubelle avec du matériel scolaire parce que soit ils vont peut-être chercher à le revendre entre eux ou alors permettre en tout cas une rentrée un peu plus favorable l'année d'après avec des cahiers, avec des stylos, des choses qui n'ont pas forcément de la rentrée. Quand on a dans une classe de 25 élèves des enfants... Seulement 10 enfants sur 25 ont leur matériel complet. Voilà, les inégalités, elles sont là. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr que les enfants s'en rendent compte et ça crée une certaine jalousie entre eux et même de la violence parce que voilà, ils trouvent la vie injuste et l'école injuste, en fait. Il y a des questions dans le... Peut-être des questions des journalistes dans le Zoom? Du coup, je me permets de lire la question de Delphine Banco qui demande si c'était possible de faire un point sur les postes non pourvus cette année dans les DROM. Alors les deux académies déficitaires, la Guyane et Mayotte, parce qu'effectivement, elles n'ont pas... on a 4 académies déficitaires en France, Versailles-Créteil qui a été déficitaire depuis des années,
et puis la Guyane depuis quelques années déjà, et puis Mayotte cette année qui effectivement, où les postes au concours n'ont pas été pourvus dès la première phase. Donc peut-être expliquer comment ça se passe en Guyane quand on n'a pas suffisamment de profs pourvus, enfin de profs qui obtiennent le concours. Alors, effectivement, cette année, bon, ça s'est vu d'année en année, mais c'est vrai que cette année a été plus marquante, c'était l'hécatombe au niveau de la réussite au CRPE. Nous avons eu 95 personnes qui ont été admises au concours sur les 255. Aujourd'hui, comme ça se faisait avant, mais aujourd'hui plus qu'avant, c'est le recrutement de contractuels. Puisque le concours exceptionnel n'a pas suffi de toute façon à combler cet écart, c'est nouvellement appel à des contractuels. Le problème que nous rencontrons, c'est que ces contractuels souvent sont mis sur le terrain, donc face à élèves, sans qu'il y ait une réelle formation en amont. C'est-à-dire qu'on les recrute en septembre ils sont en classe, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été face à élèves, et être enseignant, ce n'est pas acquis, c'est quelque chose qui s'apprend. De fait, ils se retrouvent en difficulté et entraînant ainsi donc, les enfants eux-mêmes en difficulté. Donc oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire l'échec, il y a un échec au niveau des élèves, mais aussi des enseignants, parce que les enseignants ne sont pas formés, ils n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir les transmettre aux élèves, et les conditions de travail font qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui se dirigent vers le concours, et le déplacement aussi du concours en M2 fait que ça allonge le temps d'entrer dans le métier. Et puis, ça décourage aussi, puisqu'il y a tout un stress. Il faut préparer un master, il faut préparer le concours, il faut préparer la classe. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, la Guyane, encore une fois, fait appel aux contractuels. Ce que nous demandons, c'est qu'au moins, il y ait une formation en amont, mais elle ne se fait pas en amont, elle se fait un mois après qu'ils aient pris le poste. Pour Mayotte, on a les mêmes difficultés, parce que ce que ma collègue vient de donner comme réponse à la question, c'est la même chose que nous vivons à Mayotte. Le recours, ce sont les contractuels. À la reprise, à la pré-rentrée, par exemple, dans ma circo, il y avait au moins, je pense, une vingtaine de nouveaux contractuels, au moins une vingtaine de contractuels qui étaient en entretien. Et que donc voilà, nous nous sommes retrouvés encore une fois cette année avec le même problème qui est devenu encore une fois la normale. La conséquence à tout ça, c'est que on se retrouve avec nos élèves qui ne sont pas forcément après à la fin de l'année performants, parce qu'on a les collègues qui ne sont pas formés. Donc voilà, on rencontre les mêmes difficultés et en Guyane et à Mayotte par rapport à cette difficulté-là. Je vais ajouter que sur la question de ces départements aussi, ce n'est pas des départements qui sont attractifs, parce qu'on pourrait attirer des personnels qui voudraient partir à Mayotte et en Guyane pour aller travailler, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des collègues de l'Hexagone qui feraient leur mouvement pour être en permutation dans ces départements-là. C'est des départements qui malheureusement ne sont pas attractifs, et surtout quand on y va, on ne sait pas où on va arriver. Donc en Guyane, par exemple, quand on arrive comme ça, on est plutôt nommé sur le fleuve. Et puis surtout, quand on veut revenir dans l'Hexagone, c'est très très compliqué. Il faut des années, et on le sait, nous, en étant dans l'Hexagone, qu'on a beaucoup de situations de collègues qui veulent revenir et qui ne peuvent pas revenir. Donc ça s'ajoute au manque d'attractivité. Et une autre question peut-être sur le... Il y a une question de là-bas, puis peut-être dans le chat aussi, peut-être. Ouais. Oui, bonjour, Laurence Léo de RFI. Pardonnez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Alors peut-être vous en avez parlé au début de la conférence de presse, mais vous êtes tous réunis. Comme on dit, l'union fait la force. Je crois que c'est assez rare que vous soyez tous là, il me semble. Comment vous allez enfin en tout cas avec nous, comment, parce qu'il y a un cri d'alerte, la santé des enfants sont en danger, la santé des enfants
est en danger. Comment vous allez vous mobiliser? Est-ce que le ministre va enfin vous entendre? Oui, c'est vrai. Alors, on réunit nos élus départementaux, enfin nos secrétaires départementaux, tous les 2 mois à peu près pour un conseil national. C'est pour ça que là, ils étaient là cette semaine parce qu'on était en conseil national. Et donc, on en a profité d'abord pour demander une audience auprès du ministère. Donc, on a été reçus en audience lundi avec le nouveau cabinet du ministre. On a fait état de la situation. On n'a pas vraiment eu des réponses. On a un peu l'habitude de ne pas avoir de réponse. Et puis, effectivement, on a mené cette campagne pour montrer l'état de l'école dans les DROM, cette campagne qu'on a appelée « École en souffrance », parce qu'on est vraiment dans cet état d'esprit-là, au sens propre comme au sens figuré. Et on voit bien que ça marque les esprits quand on voit les photos. Donc c'est aussi, nous, cette campagne, elle ne va pas s'arrêter après cette conférence de presse. Je le disais tout à l'heure, on a invité les députés à se connecter ou à venir nous rejoindre. On va aussi leur demander une audience pour pouvoir être reçus dans les semaines à venir, parce qu'on a besoin aussi du soutien des politiques pour faire avancer les choses dans ces départements et continuer d'acter. Donc, on va aussi demander des audiences au ministère d'Outre-mer. On a l'habitude d'en demander de ne pas être reçu, mais là, voilà, il y a plus qu'urgence. Donc, c'est un dossier qu'on va pas lâcher et qu'on va continuer de mener. Alors après, c'est toujours très compliqué de mener des actions parce que là, effectivement, on est tous réunis, on est tous tous les départements d'outre-mer sont là. Quand ils rentrent chez eux après, ils sont isolés dans leur département, souvent très très loin des autres, et de fait, la réalité reprend le dessus. Et ce que disait Rivaud tout à l'heure, la gravité, le facteur de gravité des choses, ça devient de plus en plus grave, et puis on s'habitue à tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu montrer avec ces images qu'on ne peut pas s'habituer à ça, et que personne sur le territoire, en tout cas dans l'Hexagone, n'accepterait de travailler dans ces conditions. Donc c'est aussi ce cri d'alarme que l'on voulait aussi faire dans cette campagne pour montrer la réalité des choses dans les DROM. Alors, je crois, Nolwenn, qu'il y avait une question dans le chat. Alors oui, il y a une question d'Erwin Canard de l'AEF. Que demandez-vous concrètement pour que s'améliore la situation d'un point de vue des personnels, mais aussi de la pédagogie? Peut-être redire sur l'éducation prioritaire. Eh bien, déjà, on a une demande très claire, c'est que tous les DROM, toutes les académies des DROM soient placées en éducation prioritaire, en REP+. Déjà, ça apporterait des moyens qui permettraient d'essayer de rattraper, ne serait-ce qu'un petit peu, tout le retard qu'on a accumulé au fil des années. Donc déjà, on demande à ce que ce soit placé en éducation prioritaire. Ensuite, pour le bâti scolaire, on demande que l'État s'investisse dans le bâti scolaire, qu'il organise un plan envers les municipalités pour que le bâti scolaire soit mis aux normes, soit qu'il y ait véritablement de nouvelles constructions qui soient dans les normes. Et c'est très important que ces 2 actions-là, déjà, si ces 2 actions pouvaient aboutir, ça serait pas mal. Le pourcentage d'éducation prioritaire je ne l'ai pas vraiment, mais... pardon. Je ne l'ai pas vraiment, mais dans l'Académie de La Réunion, il y a un tiers des écoles qui sont en dehors de l'éducation prioritaire, environ. Alors, juste préciser qu'effectivement, si l'école reste, le bâti scolaire reste du domaine de la collectivité locale, on sait que les collectivités locales aussi, dans les DROM, sont en difficulté pour financer. C'est aussi pour ça qu'on demande à l'État d'aider les collectivités locales. Mais en tout cas, tout ce qui relève des moyens et des personnels, c'est du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Donc, en termes de moyens supplémentaires, nous, on demande tout simplement que les postes, qu'il n'y ait pas de suppression de postes et qu'il y ait, qu'on bénéficie de cette baisse démographique alors pas forcément dans certains endroits, dans les DROM, on n'est pas en baisse démographique, mais qu'on ait en plus des moyens pour ces départements-là, notamment alors, pour les écoles situées
que toutes les écoles sont en REP+, mais c'est aussi des moyens de psychologues scolaires, de réseaux d'aide. Voilà, les demandes qu'on a sur le territoire et dans l'Hexagone, on les démultiplie dans ces territoires-là qui ont des fortes demandes. Alors, on va passer la parole, puisqu'il demande la parole, à Tony Pioche de la Guadeloupe, qui va pouvoir intervenir, puisque je disais tout à l'heure, il n'a pas pu être présent là, mais il est avec nous. Voilà, merci. Tony, tu peux brancher ton micro et parler. Et on te fait coucou depuis Paris. Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde m'entend? Oui. Oui, on t'entend. Alors, tout d'abord, je m'excuse au nom de la Guadeloupe de le mettre présent, mais tout ce qui a été dit, évidemment, la Guadeloupe souscrit complètement à tout ce qui a été dit. Je crois qu'il y a une question qui a été posée par un ou une journaliste et qui démontre la difficulté et l'originalité de cette rencontre d'aujourd'hui. Les Drômes ne se ressemblent pas tous. Et l'exercice pour nous, d'avoir monté ce groupe, c'est justement d'avoir su mettre de côté nos différences pour pouvoir avancer. Je commencerai par dire qu'il est hors de question que nous soyons vus comme des départements ostracisés. Il n'est pas question pour nous de dire, par exemple, qu'on pourrait être mieux lotis que les départements qui sont dans l'Hexagone. Nous demandons, et c'est pour ça que le camarade de la Réunion le dit très bien, nous demandons à ce que les choses soient vues de la même manière qu'elles seraient vues si on était à Paris. Exemple, les éducateurs de position sociale, des enfants doivent être clairement définis. En Guadeloupe, si on observe les mêmes barèmes qui sont appliqués pour mettre les écoles en règle, on ne se pose pas de questions. Toutes les écoles de la Guadeloupe devraient être en règle. J'aime à dire que nous connaissons des situations qui sont absolument non pensables en France. Comment pouvez-vous imaginer que les écoles sont souvent fermées parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a des rats dans les écoles, parce qu'il y a une chaleur qui est abominable. Nous sommes à 35-36 degrés dans les classes, et lorsqu'on ajoute le taux d'humidité, selon les experts, on arrive à 42 degrés. Comment peut-on imaginer, dans une société où vous avez 30% de chômeurs, avec des parents qui sont en grande difficulté, les familles monoparentales, comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse avoir des élèves qui sont bien dans leur tête? Une formation réduite à peau de chagrin. Comment on peut imaginer qu'on puisse sérieusement enseigner dans ces pays-là, dans ces départements? Donc, je veux qu'on soit bien clair, parce que j'ai été avec toi à l'origine de cette constitution de ce groupe de Drôme. Pas question de tirer la couverture en disant nous sommes des enfants et qu'on voudrait bien être vus par le président ou par le ministre. Non, on est ici parce que c'est fondamentalement vrai. Si on prend tous les critères qui sous-tendent la création de postes, qui sous-tendent l'amélioration des conditions de travail, on ne travaillerait pas en France hexagonale. C'est basique. On ne travaillerait pas en France hexagonale. Donc, à la question maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est déjà une bonne chose que les journalistes soient là. Nous allons successivement, je crois, chacun de son côté, approcher nos députés et tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir changer les choses. On n'a pas attendu cette réunion-là pour pouvoir le faire. Les maires se renvoient chacun la balle parce qu'il n'y a pas d'argent. Les députés, on les cherche, ils ne sont pas souvent là non plus. J'espère que cette fois-ci viendront. Mais c'est vrai qu'il nous faut à la fois batailler, et on ne peut pas faire sans le CPP national, de façon collégiale, tout en exprimant notre singularité. La Guadeloupe, ce n'est pas la Guyane. Et la Guyane, ce n'est pas Mayotte. Et la Martinique, ce n'est pas la Réunion. Mais, si nous sommes français, je dis bien si nous sommes français, eh bien, normalement, il doit y avoir un regard autre que celui d'un regard condescendant ou d'un regard basé sur une certaine forme de caprice. Ce ne sont pas des caprices. C'est une réalité qui s'expose. Merci. Merci Tony pour cette intervention. Il y a une question dans la salle. Je crois qu'il y a un téléphone il y a le son d'un téléphone en fait dans le Zoom, Thomas. Ok. Moi, c'est Waradi Diakité, en stage chez RFI. Tout d'abord, bravo pour oser dénoncer.
Ma question est de savoir, vous avez cité plusieurs problèmes, mais si on devait y aller étape par étape, quelle est la priorité des priorités? C'est Rigo qui va répondre. Alors, je pense que ça a été déjà dit, mais peut-être effectivement y insister. Il y a la question du bâti. Il nous faut des salles de classe en quantité suffisante et qui nous permettront d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Ça, c'est la priorité numéro 1. Et ajouter à cela, on rappelle la réglementation, hein, la législation même, c'est l'obligation scolaire. On nous a dit 3 ans, mais il me semble que c'est 2 ans. Hein. Il me semble. Hein. Mais bon, déjà si on pouvait commencer à 3 ans. Et deuxième priorité, vous avez dans les résultats scolaires, hein, les chiffres sont là, comment rattraper ce retard? Comment rattraper le retard scolaire? Pour les enfants, on a dit 65% des gamins qui ne maîtrisent pas le français, par exemple. Eh bien, il faut les enseignants spécialisés en quantité suffisante. On a parlé des enfants allophones. Vous nous avez posé une question sur les enfants allophones. Une école que je connais très bien, c'est à Mayotte. Un UPE2A pour 120 élèves. Alors qu'ici, il me semble que c'est une douzaine d'élèves hein, pour un UPE2A. Donc voilà, c'est avoir des salles de classe, avoir les enseignants spécialisés pour pouvoir effectivement rattraper tout le retard. Parce que sous d'autres cieux, on a dit aussi que chez nous, vous avez des enfants qui ne font pas les 3 années de maternelle, par exemple. Et eux, quand ils arrivent dans une classe, eh ben, on doit les prendre en charge de la même manière que les autres, mais on n'est pas spécialement formé pour accueillir toute cette population scolaire. Et ensuite, on a parlé enfin, il y a les salles de classe, il y a les moyens. On continue, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, à supprimer des postes, alors que c'est des postes qui devraient, si ils n'étaient pas supprimés, ben, permettre d'avoir des classes moins chargées et puis des enseignants qui prendraient mieux en charge la difficulté des élèves. Voilà, donc ces 2 petites demandes que nous formulons, ça fait plus de 10 ans qu'on est là-dessus. Et vraiment, c'est ce qu'on a dit récemment au ministère. On est en train de supplier la norme, supplier les demandes qu'on ne peut pas imaginer formuler ici. Et bien entendu, on nous dira, mais on a vu ce qui se passe à Marseille, mais vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur, l'écart des difficultés entre ce qui se passe ici, les difficultés qu'on peut avoir ici, et les difficultés qu'on a à puissance X dans nos départements et régions d'outre-mer. Juste pour préciser sur Marseille, effectivement, il y a des grosses difficultés aussi sur d'autres départements dans l'Hexagone, mais il y a eu tout un plan Marseille en grand qui a aussi a été développé et on en a fait énormément. Le président s'y est rendu et s'y rend très régulièrement pour voir l'état des choses et on aurait besoin dans nos départements d'outre-mer de ce type de plan et qui pour le moment c'est pas très médiatisé. Alors on sait que le ministre de l'Éducation nationale se rendra bientôt à Mayotte. Je pense que vous pourrez, via vos rédactions, l'interroger à ce sujet, mais je pense qu'il doit se rendre à la fin du mois, enfin très bientôt, à Mayotte. Juste, il n'y a pas eu de question, on ne l'avait pas évoqué dans les différentes interventions, mais je pense que sur la question, c'est une question quand même d'actualité sur la question de l'eau à Mayotte, c'est quelque chose qui a beaucoup, en tout cas qui a été repris par un certain nombre de médias. Concrètement, Rivo, enfin, Zaidou, tu peux nous expliquer comment ça se passe à Mayotte quand il n'y a pas d'eau et qu'est-ce qui se passe réellement pour les élèves, parce que tout ce qu'on vous dit là, et ce qu'on a dit au ministère d'ailleurs lundi, enfin ce que mes camarades ont dit au ministère lundi, c'est
tout ce qu'on dit là, c'est vraiment pour les élèves, quoi. C'est-à-dire qu'on défend nos conditions de travail, mais on défend surtout, enfin, et encore, l'enseignement et ce que doit être l'éducation pour nos élèves. Alors, comment ça se passe à Mayotte sans eau? Beaucoup de choses à dire, hein. Je pense que Rivo va me compléter. Nous avons accueilli les élèves le 23 août dernier, quand on a fait la rentrée. On les a accueillis déjà avec des tours d'eau, c'est-à-dire des coupures par secteur. À partir du 4 septembre au 17 septembre, il y a un nouveau planning qui a été mis à jour, hein, par le préfet et l'ARS, vu la gravité de la situation. Il se trouve que, par exemple, sur Mamoudzou, c'est la capitale, vous avez des écoles où on peut dire carrément, par rapport à la situation, la crise d'eau, on ne peut pas accueillir les enfants, mais tous les jours. Donc, nos élèves, dans ces écoles-là, on ne peut les accueillir qu'une journée, que mercredi, par exemple, hein. C'est ce qui est indiqué sur le planning. Donc, imaginez cette situation ici. Quelle aurait été la réaction des autorités? Donc voilà, je pense que Rivo pouvait me compléter, parce que l'eau, on nous dit souvent que c'est la vie, mais je ne sais pas si c'est la vie à Mayotte. En fait, vous avez dû entendre ici, alors, coupure d'eau, c'est 48 heures, et 24 heures, ça coule. Mais ce que vous devez savoir, c'est quand l'eau recoule, on nous demande pendant les 6 heures après l'ouverture, l'eau n'est pas potable, donc soit bouillir l'eau, soit bon. Et normalement, ils rouvrent c'est le matin, hein, c'est le matin qu'ils ouvrent les robinets, ou bien en fin d'après-midi. Il y a ça. On nous dit, allez, on va donner des gourdes aux enfants. Comme ça, ils viennent à l'école avec de l'eau potable. Mais à la maison, il n'y a pas d'eau. D'accord? Campagne de com. On nous dit, on vous met des cuves à l'école. Comme ça, vous pouvez quand même accueillir. Mais l'ARS dit, attention, hein, l'eau qui sont stockées dans les cuves, ce n'est pas de l'eau potable. Donc, c'est interdit à la consommation. Juste pour... et même les spécialistes, d'ailleurs, les spécialistes qui ont mis ces cuves-là, et ce n'est pas partout, ils disent que de toute façon, c'est des cuves qui ne peuvent tenir que... Enfin, ce qu'ils ont mis là, ça ne peut tenir qu'une journée, une matinée. Après, on ne peut pas. Alors que les coupures, c'est 48 heures. Et malgré tout ça, on a des tentatives on nous pousse à accueillir les gamins malgré les coupures d'eau et malgré l'absence de cuve. On nous dit, continuez malgré tout à accueillir les gamins. Allez, vous n'allez pas faire 5 heures d'affilée, vous allez faire 2 heures et demie. Mais imaginez un enfant maternel ou un enfant en CP ou en CE1, ce n'est pas des enfants qui restent tout le temps dans la salle de classe, hein. À un moment, il faut qu'ils aillent aux toilettes. Et donc, on met la pression sur les collègues, ça c'est une réalité, parce que je suis en train de le vivre actuellement, on met la pression sur les collègues pour accueillir les gamins alors qu'il n'y a pas d'eau dans les écoles. C'est ça ce qui se passe actuellement. Et on a demandé, avec d'ailleurs les copains de la Guadeloupe et de la Martinique, les copines de la Martinique, on leur a demandé, parce qu'eux, ils ont déjà leur problème de tour d'eau, ça fait déjà quand même plusieurs années, et c'est régulier d'ailleurs chez eux. Et ils nous ont donné des protocoles. On essaie de faire appliquer le protocole, mais c'est très difficile à Mayotte. On nous met la pression. C'est un rapport de force que nous avons établi. Et si tu peux nous dire quelque chose, les spécialistes des tours d'eau. Alors, c'est vrai que nous faisons face à des coupures intempestives. Donc, comme Saïdou disait, des fois, on a des calendriers établis par les sociétés d'assainissement.
Sauf que ces calendriers ne sont pas respectés. Donc, par exemple, on va nous dire de tel jour à tel jour, il y a des coupures. Et en fait, ce n'est pas respecté. Donc, on va arriver la veille ou après les coupures, mais il y aura toujours des coupures. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques communes, mais très, très rares en Martinique, qui ont élaboré un protocole avec les coupures pour accueillir les enfants. Nous, au sein de l'administration, au rectorat, ils proposent, au bout de 48 heures, que les enfants rentrent chez eux et de faire à distanciel. Sauf qu'on a des enfants qui n'ont pas de matériel informatique ni accès à Internet. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Mais oui, nous, on s'en sort un peu plus facilement avec nos différents protocoles. Mais après, la difficulté, c'est surtout pour les parents qui emmènent leurs enfants à l'école. Et en cours de journée, on les appelle pour dire « venez chercher vos enfants parce qu'il n'y a pas d'eau ». Donc, il ne faut pas oublier qu'on a des parents aussi qui travaillent. Donc, c'est compliqué pour eux de sortir de leur travail, de poser des journées pour faire garder leurs enfants. Donc, voilà. Il y a une question dans en visio. Une question de Lilia Benhamouda du Café Pédagogique qui demande finalement, aucun gouvernement, quelle que soit son orientation politique, ne s'attelle à la question. Lilia, c'est une question réponse. Oui, je crois que, en tout cas, à la FSUS NUIPP, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Si on a voulu éclairer ce problème depuis quelques mois et attirer la lumière sur ce que vivent les collègues dans les DROM, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Rivo le disait tout à l'heure, ça s'aggrave d'année en année. Oui, c'est-à-dire que on a manqué pendant tous les gouvernements successifs d'ambition sur cette question-là et de prendre à bras-le-corps la question de l'éducation dans les DROM. Et c'est vrai qu'on le paye des dizaines d'années de sous-investissement aussi dans ces territoires. On le sait, ce n'est pas que la question de l'école, bien évidemment, mais là, on voit bien qu'il y a un sous-investissement. On le dit de façon générale, il y a un sous-investissement pour l'éducation dans notre pays. Et de fait, il y a un sous-investissement dans les DROM, notamment quand on disait sur la question, par exemple, de l'éducation prioritaire. Quand on a pris la décision d'ouvrir la carte, en tout cas de mettre en place la carte de l'éducation prioritaire, on aurait pu mettre tout un territoire en éducation prioritaire. Ce n'est pas le choix qui a été fait à cette époque-là. Et puis on voit bien que, dans certains propos, il y a aussi beaucoup de com dans tout ça. C'est-à-dire qu'on l'avait dénoncé au moment de la loi pour une école de la confiance, notamment sur la scolarisation à 3 ans, puisque c'est ce qu'on nous disait. On nous disait « Ah mais oui, mais dans les DROM, on n'arrive pas à scolariser les enfants à 3 ans, ils ne sont pas scolarisés, donc on va mettre l'obligation scolaire et vous verrez, ça va progresser. » Et en fait, non, parce que si derrière, on n'y met pas les moyens, on ne peut pas progresser dans ce domaine-là. Donc c'est aussi effectivement une question de courage politique à avoir dans ces politiques éducatives et dans l'égalité sur la totalité du territoire. C'est la question de l'égalité républicaine, bien évidemment. Il y a une question là-bas. Et puis après, on pourra peut-être faire des... Enfin, je pense que peut-être que les journalistes de Radio France voudront faire des prises de son. On fera un micro tendu si vous voulez. Oui. Est-ce que vous pensez, avec les dénonciations de l'ONU, que le gouvernement pourra se ressaisir ou que ça peut mettre une pression ou, en fait, voilà, j'ai vu que l'ONU avait dénoncé et même pointé du doigt la France dans cette gestion. Est-ce que ça aura un effet sur notre combat? Ah, d'accord. Je vais répondre très rapidement. Enfin, oui, c'est toujours bien quand l'ONU pointe du doigt. Malheureusement, souvent, ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est aussi l'action collective et l'action
qui permet aussi de faire avancer les choses. Je crois que Tony, à distance, veut intervenir, si tu veux intervenir sur cette question-là ou sur les questions d'avant. Tony, je te laisse le micro ouvert. Non. Les camarades le disent très bien. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut le répéter sans cesse. Depuis un moment, ce qui se passe aujourd'hui se passe dans tous nos départements. Et la difficulté, selon nous aussi, la vraie difficulté, c'est d'éduquer notre peuple, d'éduquer nos parents, d'éduquer nos médias, nos journalistes, etc. Il faut absolument sortir du carcan enseignant qui s'exprime pour les enseignants, qui s'exprimerait uniquement pour les parents d'élèves. Il faut qu'on arrive à faire de cette question, il faut qu'elle devienne une question commune, il faut que ça fasse sens, donc il faut que toute la population puisse comprendre au moins ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle nous avons compris très tôt qu'il ne fallait pas qu'on soit isolé dans les DROM et rester entre nous, venir au national, discuter entre nous et que ça puisse apparaître dans une partie du texte action. Non, il faut que tous les Français et Françaises qui vivent dans l'Hexagone comprennent exactement la situation sans pour autant se mettre à pleurer, sans pour autant... Voilà. Donc, que faut-il faire selon nous? Dans un premier temps, ce qu'on essaie de faire, c'est de démontrer que les écoles, les propriétaires, ce sont les mairies, et que au lieu de faire des déjeuners champêtres, au lieu de faire de la fête tout le temps, etc., si l'enfant doit être véritablement au centre du système éducatif, les mairies doivent pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir mettre un peu plus d'argent dans ces écoles. Comment? Eh bien, il va falloir qu'on travaille ensemble avec des parents d'élèves. J'ai entendu tout à l'heure, et c'est vrai, nous avons bataillé énormément en Guadeloupe pour qu'on ait des protocoles. Des protocoles, ça va faire peut-être sourire, mais des protocoles pour l'eau, des protocoles pour les rats. Et on est en train de se battre pour avoir des protocoles sur la chaleur, bref, sur les conditions de travail. Or, nous avons compris très vite qu'il ne fallait pas que ce soit une question de syndicat face à l'administration. Il faut ouvrir, et c'est ce qui se passe ce matin, il faut ouvrir le débat. Il faut que tout un chacun puisse venir. On invite nos journalistes à venir dans les écoles. C'est impossible de travailler à 38 degrés dans une classe. Venez voir comment ça se passe. Et il faut absolument que l'école soit ouverte. Il faut que ça fasse sens et que ça s'inscrive dans un collectif. Ainsi pourrons-nous peut-être arriver à dépasser ce que nous avons toujours fait. Et c'est la raison pour laquelle, au CPP Guadeloupe, nous sommes vraiment, vraiment contents de cette conférence de presse, non pas pour faire joli, mais c'est parce que nous pensons que nous allons avoir des retours, on va nous questionner, les journalistes viendront, et puis au fur et à mesure, on parlera aux parents, on va éduquer les enfants, parce que c'est notre travail, mais il faut éduquer aussi les parents, et peut-être même certains de nos élus. Et c'est là toute la question. Sinon, on reviendra ici dans 10 ans, dans 15 ans, et on sera encore en train de parler des difficultés que nous rencontrons dans les droits. Pour terminer, je pense que on peut dire que c'est le caractère positif parce qu'enfin, entre nous, DROM, nous avons réussi à non pas nous singulariser, mais à nous mettre dans un ensemble propulsé par un syndicat national qui a directement relation avec le ministère. Et nous pourrons, avec vous, les journalistes, avec les parents, avec tous ceux de l'Hexagone qui écoutent, qui vont voir ce type de conférence, eh bien, arriver à faire bouger les choses. Mais on ne croit plus au simple fait d'être en situation de rupture avec l'administration, des face à face que nous faisons depuis des années, où chacun va envoyer à sa propre base sans succès aucun. Voilà. Merci Tony. Je crois qu'il n'y a plus de questions des journalistes. Par contre, voilà, mes collègues se tiennent à votre disposition si vous voulez faire un micro tendu ou du son. Enfin, oui. Alors je sais pas, on a plusieurs micros, donc on fait un petit temps micro tendu. Ou vous voulez des situations spécifiques sur les départements? Un par un, parce que le micro tendu à plusieurs, ça va être compliqué. Ouais, sur un micro tendu, sinon ça va... Je les connais, mais on se coupait la parole. Voilà, allez, du coup, pour une fois, je vous laisse faire. Alors, je sais pas si c'est la salle
problème, c'est de trouver des espaces. Ouais, Oui, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Effectivement, on était en train de gérer dans la salle les micros tendus. Merci à tous les journalistes à distance qui nous ont rejoints et aux députés ou aux attachés parlementaires qui ont pu nous rejoindre. Et donc, on va fermer le Zoom et puis on va terminer par les micros tendus. Merci à toutes et tous et bonne fin d'après-midi.